Howdy petit Surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire car on va parler de House of a Dragon très sérieusement avec Lord of the Rings qui sort en même temps. C'est vraiment la concurrence, c'est vraiment dingue. Donc du coup, prends ta tasse de thé ou de café ou même de chocolat chaud et on va actualiser. On va parler aujourd'hui de la série House of a Dragon qui est le préquel à Game of Thrones qui se passe 172 ans avant Game of Thrones, et évidemment il y aura toute une partie où on va pas spoiler et une partie où on va spoiler puisque je vais parler des épisodes 1, 2 et 3, mais bien évidemment il y aura le minutage à l'écran et aussi en barre d'infos, et il y aura évidemment ma petite musique spéciale spoiler quand on rentrera dans la phase spoiler. Du coup tu pourras quitter au moment où ce sera les spoilers. Donc pour la phase où on ne spoil pas, on va parler tout simplement d'un souci d'héritage. Ça a moins eu de budget niveau com que pour Stranger Things, mais je peux t'assurer que tu as intérêt à aller la voir parce que au départ j'ai commencé à écrire le script de cette vidéo à l'épisode 1 et finalement je tourne l'épisode 3 est sorti et c'est vraiment une claque monumentale. Par contre moi j'ai carrément désactivé mon Twitter parce que le spoil ça y va, c'est autant que quand il y avait la dernière saison de Game of Thrones. HBO a su montrer que c'était les boss parce que visuellement c'était magnifique, même si on est d'accord qu'il y a certains plans de la ville qui font un peu 3D, un peu trop lisse, mais sinon c'est vraiment très très beau. Et même si t'es déçu de la fin de Game of Thrones, n'empêche que les 5 premières saisons étaient incroyables, que les romans sont incroyables, que l'univers est incroyable et que personnellement je n'en pouvais plus d'attendre ce préquel tant attendu, surtout qu'à un moment donné ils avaient fait des frayeurs en mode il y aura pas. Finalement il y a, donc je suis très très contente. Pour moi Game of Thrones est une des meilleures séries fantastiques, en tout cas en termes visuels mais aussi en termes d'histoire. Dans House of a Dragon, on a vraiment l'impression que les dragons, les palais, on a vraiment l'impression que tout ça c'est réel, et aussi qu'on retrouve en fait ce qu'on a kiffé dans Game of Thrones mais peut-être en mieux parce que tout simplement la série est sortie en 2022, il y a l'essor des techniques et aussi ils ont appris de leurs erreurs par rapport à Game of Thrones. Je tiens à préciser que les costumes, les armures, le détail, c'est vraiment quelque chose qui m'a tapé dans l'œil parce que vous pouvez dire que c'est qu'un détail mais en fin de compte c'est le détail qui fait toute la différence. En ce qui me concerne, j'ai adoré les costumes, les armures, surtout dans l'épisode 1 parce qu'à un moment donné il y a un tournoi et donc on voit les petits blasons de telle ou telle famille. Je trouvais ça vachement bien fait, bien cool, et comme j'ai envie de vous dire, on est en 2022 avec tout ce qui sort, il faut vraiment savoir faire la différence. Cependant, et ça vaut pour le premier épisode, c'était assez dense mais en même temps il n'y avait pas non plus trop d'infos parce que je pense qu'il se rappelle très bien le démarrage de Game of Thrones où beaucoup de gens étaient extrêmement perdus parce qu'ils nous avaient déjà assommés avec toutes les familles, toutes les personnes, tous les enjeux et telle personne de telle famille et nanani et nanana, au lieu d'y aller progressivement. Donc là en fait l'épisode est dense, l'épisode 1 ça commence de manière dense parce que justement ils nous mettent vraiment les enjeux, ils nous donnent toutes les promesses, etc. Mais en soi en termes de personnages, etc. on n'en voit pas tant que ça. On nous pose plutôt les fils rouges, les intrigues, et on voit vraiment les personnages qui vont revenir assez souvent et on évolue petit à petit en termes de présentation des personnages et ça c'est bien. Donc du coup tu retiens plus facilement les personnages et les enjeux qui attendent la cité de Westeros. Parce que justement, s'il y a bien un truc qui est assez chaud dans le lore de Game of Thrones, c'est bien qu'ils ont quand même 10 milliards de fois le même prénom, notamment dans la famille Targaryen. Je ne compte plus le nom de Aegon qu'on a eu. C'est vraiment chaud au bout d'un moment de se repérer. En toute honnêteté, même si je suis nostalgique de la musique emblématique de Game of Thrones, j'avoue que les musiques de House of a Dragon sont vraiment incroyables. Elles sont très bien gérées et je trouve que hormis pour The Witcher et Stranger Things, les séries notamment de fantasy ne gèrent pas forcément sur le plan musical, et donc là c'était vraiment un régal de voir une série qui gère bien scénaristiquement parlant, visuellement parlant et surtout auditivement parlant. Personnellement les BO c'est quelque chose auquel je fais très attention, que ce soit une série ou un film, et gérer vraiment les télécharger tellement je les trouve vraiment grave cool. Quant au générique, on l'a eu en épisode 2 et donc du coup j'en ferai une analyse mais sur
TikTok, donc je te le mets en barre d'infos et aussi sur la bio de ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à y aller parce qu'en ce moment je reprends TikTok, j'ai eu plein d'idées et j'en fais quasiment tous les jours, donc n'hésite pas à y aller. Quand j'ai terminé de voir l'épisode 1, ce que je me suis dit c'est elle démarre fort et j'espère qu'elle va tenir ce rythme sur les 10 épisodes parce que elle a clairement le potentiel pour être dans les meilleures séries de l'année et même séries de la décennie. Et surtout je me suis dit j'espère qu'ils vont respecter le lore parce que jusque là ils nous montrent qu'ils s'y connaissent, ça fait plaisir et quand même ils s'autorisent quelques petits on va dire ajustements histoire que ça passe mieux en série et quelque part c'est pas mal parce que ça permet que ce soit toujours rythmé. En tout cas je te conseille vraiment House of the Dragon, c'est vraiment cool et les gens qui disent que le rythme il devient de moins en moins effréné, c'est faux. J'ai l'impression que plus les épisodes avancent, plus on se prend des claques, plus on a un rythme effréné. Et moi, c'est ce que je kiffe. Moi, je suis contente. Maintenant, on passe à la phase spoiler des 3 premiers épisodes. Il y en aura 10 en tout. À partir de là, je considère que tu sais que tu vas être spoilé, donc ne viens pas m'embêter, d'accord? Tu es prévenu. Par contre, je vais spoiler uniquement la série et donc je ne parlerai pas des livres parce que oui, moi j'ai lu les livres, donc je sais qui finit avec qui, qu'est-ce qui va se passer, comment ça se termine à la fin, etc. Après, peut-être que la série va prendre le parti d'innover et de nous surprendre. En tout cas, de ce que j'ai vu des premiers épisodes, il y a des trucs qu'ils ont décidé de faire autrement, de telle manière à mieux amener la chose après dans les épisodes suivants et je trouvais ça très intelligent, mais je pense qu'ils vont quand même garder la même trame scénaristique. Donc moi je ne spoilerai pas les livres, je ne spoilerai que la série, comme ça ceux qui regardent la série et n'ont pas lu les livres auront la bonne surprise. Mais après, si jamais ça vous intéresse, je pourrais toujours faire une vidéo sur le livre ou alors en discuter avec les intéressés sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un épisode que j'ai regardé avec vraiment beaucoup de hype parce que franchement c'est vachement long et j'aime pas forcément quand les épisodes sont longs, mais là j'ai vraiment pas vu le temps passer tellement il se passait grave des choses et j'ai grave kiffé quand il y a eu le tournoi de l'héritier parce qu'il faut savoir que l'époque moyenâgeuse c'est genre l'époque où j'aurais pas voulu vivre du tout, mais quand j'étais petite j'avais une purée de passion pour le Moyen-Âge, j'avais tous les recueils d'histoires et de contes et de légendes sur la table ronde, Arthur, nanana, et donc j'ai vraiment grave kiffé le tournoi de l'héritier même s'il a pas duré très longtemps. J'ai vraiment trouvé ça épique, ça a permis de montrer quelques familles, ça a permis aussi de montrer quel personnage serait important, quel personnage aura du pouvoir, en fait lui il est pas si puissant que ça, etc. Ça a également permis après de montrer quelle personne va prêter allégeance à telle personne, parce que à la fin de l'épisode 1, le roi n'a pas d'héritier et donc va dire que sa fille Rhaenyra, l'héroïne, va être héritière, donc il y aura des personnes qui vont lui prêter allégeance, mais on présuppose que après eh bien, il y aura des gens qui vont contester ça parce que c'est une femme, parce qu'il y aura certainement de nouveaux héritiers ou parce que eux, ils préféraient que leur branche ou leur poulain soit roi et pas Rhaenyra. Donc voilà, et entre autres, ça a été vraiment très plaisant d'entendre des noms comme Hightower, Stark, etc. Même dans l'épisode 3, je crois qu'on voit un Lannister, on entend parler des Baratheon. Je suis désolée, mais j'arrive pas avec cette famille, j'aime pas du tout les Baratheon. Autre point important, c'est qu'il y a des scènes un peu d'abus psychologiques, et j'ai vu aussi sur internet que il y aurait des scènes de viol, enfin j'ai vu sur internet, je le sais parce que j'ai lu le livre, il y aura des scènes de viol, mais ce qui est cool c'est qu'ils vont pas montrer ces scènes de viol parce que les scènes de viol sont des scènes déjà très dures à regarder pour le spectateur, très dures à tourner pour les personnes qui les tournent, que tu sois l'acteur qui incarne le violeur ou l'acteur ou actrice qui incarne la personne violée, mais du coup c'est encore plus dur apparemment pour les actrices femmes de jouer ce genre de scène là, et en soi ça se comprend totalement. Moi personnellement ce sont des scènes qui me dérangent et auxquelles je repense pendant des semaines après et qui me traumatisent et qui me turlupinent, et donc ils ont pris le parti d'expliquer qu'il y aurait effectivement des viols, mais de ne pas montrer les scènes de viol, mais plutôt de s'attarder sur la conséquence psychologique que ça aura sur les personnes et finalement sur l'avenir du royaume après que le viol soit intervenu. Et je trouvais cette promesse intéressante et je pense qu'ils la tiendront, étant donné qu'à un moment donné on voit une scène où la mère de Rhaenyra est enceinte, l'enfant se présente par le siège et on ne peut pas sauver la mère,
et l'enfant, donc c'est l'un ou l'autre, et le roi malheureusement à contre-cœur va décider de sauver l'enfant car c'est un héritier. Au final il aura eu raison, c'était un garçon, et donc du coup ils vont lui pratiquer une césarienne, mais vous pensez bien on est au Moyen-Âge dans un monde un peu où c'est pas très évolué, donc tu comprends bien que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, donc on voit un peu vite fait, mais on s'attarde pas trop dessus. Au passage, l'actrice qui joue la mère, elle était sensationnelle, j'ai eu les larmes, les frissons, ce que tu veux, genre vraiment. Et cette scène était vraiment très émouvante, et je pense du coup que ça tient les promesses qu'ils ont faites pour la suite de la série. On voit également l'impact des lois qui en fait utilisent les femmes uniquement comme vagin, comme utérus, et absolument pas comme personnes qui peuvent, je sais pas moi, chasser, diriger, etc. Il y a une scène où justement on juge un peu Rhaenyra pour son côté sauvage, son côté chasseresse, voilà. Et on voit que la mère de Rhaenyra est une femme extrêmement intelligente, mais que pourtant elle n'a pas voix au chapitre. Dans l'épisode 1, mais ce sera un peu plus probant dans l'épisode 2 et 3, mais dans l'épisode 1 on voit déjà les manigances politiques, les allégeances politiques, on présuppose, on voit tout de suite qui va trahir qui. J'ai bien aimé aussi de voir le fait que Rhaenyra, elle va être amenée à régner, mais qu'en fait en soi à la base elle a pas envie de régner, parce que quand Alicent lui demande, elle lui dit moi ma position je m'en bats les steaks, je suis très bien comme ça, j'ai pas envie de régner. Tout ce qu'elle cherche à la base c'est l'amour en fait de son père et le fait d'être reconnue et de pouvoir faire des choses que les hommes font alors que c'est une femme, tu vois. Mais en soi, à part ça, elle a pas vraiment trop de prétention au trône comparé à son oncle Daemon qui lui en a une énorme. Et j'ai bien aimé aussi l'opposition croissante avec Alicent, parce que justement pour ceux qui ont lu les livres, toi-même tu sais que elles seront amenées à ne plus être amies et à bien s'opposer. Et d'ailleurs au final ça m'a surpris, mais ça va très vite. Épisode 2 et 3, ça y est, c'est bon. Ils attendent pas 10 milliards d'épisodes pour montrer qu'en fait elles vont se tirer dans les pattes. Parlons-en de Daemon. Quand j'ai vu l'acteur qui le jouait, parce que c'est quand même un acteur qui a joué dans Doctor Who ou qui dernièrement a joué dans Morbius, voilà, c'est vraiment un acteur que j'apprécie beaucoup. La classe à l'anglaise, les amis. J'imaginais pas forcément cet acteur pour ce personnage, surtout quand on sait comment est le personnage. Et puis finalement je me suis dit que c'était un bon choix parce que l'acteur sublime le personnage. Vraiment, le personnage de Daemon est un personnage que j'aime beaucoup. Daemon est un personnage extrêmement important étant donné que ce sera l'arrière-grand-père 6 ou 7 fois, parce que j'ai la flemme de répéter arrière, mais du coup ce sera l'arrière-grand-père 6 fois je crois de Daenerys. Donc c'est pour ça, il y a des liens en fait avec les futurs personnages que l'on trouve dans Game of Thrones. Enfin, on voit que le personnage de la main du roi est un personnage qui aura de la teneur, un petit peu comme dans Game of Thrones avec le père Lannister, je sais plus comment il s'appelle, Tyron, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. On a aussi une main du roi qui cette fois-ci est de la maison Hightower, qui est vraiment une personne un petit peu fouteur de merde, mais tu sens qu'il a douillé par le passé, donc en fait c'est un personnage ambivalent comme on les aime, parce que tu sais pas s'il est gentil, s'il est méchant, s'il est gentil, s'il est méchant. Après il fait quand même des bails bien chelous parce qu'il essaie quand même de refourguer sa fille dans les pattes du roi, alors qu'il sait qu'elle a quand même l'âge de la fille du roi et qu'elle est BFF avec la fille du roi, et que la fille du roi va être amenée à régner. Donc si ça tu veux pas foutre la merde, je sais pas ce que c'est, mais moi bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai un kiff sur la main du roi. C'est peut-être ma passion étrange pour les dilfs. Et surtout, le plan que j'ai le plus apprécié dans la fin de l'épisode 1, je crois, c'est quand on voit Rhaenyra qui s'approche du trône et Daemon qui s'en éloigne. Je trouve qu'en termes de puissance scénaristique, c'est vraiment très fort. Donc parce que les gens ils disent ouais non mais ils savaient pas où ils ont placé les personnages donc ils font comme ça. Non, quand ils te font bouger un personnage, les gens ils ont pensé aux gens comme moi qui allaient chercher les sens cachés. Il y a un sens, d'accord? Ils font rien au hasard, ils montrent qu'ils sont connaisseurs les gars, ils font attention aux trucs. L'épisode 2, nous avons pu découvrir le générique. Moi je l'attendais parce que j'avais vu que ça avait fait un tollé sur les réseaux en mode ouais non mais épisode 1 on n'a pas eu le générique. Non, patience les gars, patience. Dans les animés les génériques on l'a soit à la fin de l'épisode 1 soit en épisode 2. Donc ça c'est pareil, le générique, ils ont bien fait parce qu'ils nous ont mis l'eau à la bouche avec l'épisode 1 où c'était le pilote, donc il fallait convertir, fallait balancer de la sauce en mode vas-y tu vas voir, tu vas kiffer, halluciner dans les prochains épisodes. Et épisode 2, maintenant que tu as converti les gens, ça y est tu peux leur balancer le générique, et puis comme ils connaissent telle personne, et maintenant c'est un peu plus logique dans leur tête. Surtout qu'en plus il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont même pas vu Game of Thrones en série.
en 2022, je sais, c'est une aberration. Aberration? Ça existe. Il y a des gens carrément qui découvrent House of the Dragon et peut-être iront après voir Game of Thrones. Ça existe. Aberration? Ou il y a des gens qui encore à ce jour n'ont pas lu les romans. Ça existe. Aberration? Voir le générique, personnellement, ça m'a fait quelque chose. La musique était magnifique. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de comparer à Game of Thrones parce que c'est pas pareil, c'est un préquel. Et c'est ça qui est intéressant parce que, en toute honnêteté, quand tu connais une histoire, t'as envie de savoir comment ça a commencé. Mais tu te dis, vu que tu sais la suite, ça n'a pas d'intérêt finalement. Mais en fait, là, tu vois avec House of the Dragon que ça a un intérêt indéniable. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il va quand même un tout petit peu s'en éloigner et être original, dans le sens où dans Game of Thrones, on suit une carte qui se développe petit à petit, et dans House of the Dragon, on prend le parti de faire couler le sang, littéralement, puisqu'on va voir une rivière de sang, etc. Et on va voir un petit peu les différents enjeux, les petits easter eggs par rapport à l'intrigue. Et je l'ai vraiment trouvé très bien fait, parce que je trouve que c'est une façon de teaser sans trop dévoiler. Et je trouvais ça vraiment très cohérent quand on sait la suite des événements. Et si tu la connais pas, tu comprendras à la fin de l'épisode 10, tu comprendras. Dans cet épisode 2, on sent que la course au trône ne s'arrête jamais. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est le budget, parce qu'à chaque épisode, on sent qu'ils ont mis de la thune pour faire des épisodes époustouflants. Et que même si Rhaenyra est nommée pour monter sur le trône, eh bien le roi cherche une nouvelle femme déjà actuellement, et on voit le jeu des alliances se mettre en place et aussi le jeu des trahisons, parce qu'à un moment donné il y a un certain Lord Corlys qui va voir le roi pour faire alliance avec lui. Comme il est pas content à la fin de l'épisode, il se dit je vais peut-être retourner ma veste et aller avec son frère Daemon, alors qu'ils savent qu'en ce moment les deux ils vont pas bien. Donc la loyauté, c'est pas trop à prendre en compte dans Game of Thrones. On a très bien vu dans Game of Thrones que le seul mec qui était loyal, enfin les deux seuls mecs, mais père et fils, tu connais, ils ont pas très bien fini. En tout cas, on comprend que ce sera très vite le bordel dans la famille Targaryen, mais en même temps, la famille Targaryen, elle a toujours posé problème. Déjà, eux-mêmes, ils s'auto-posent des problèmes. Au final, la main du roi choisit Alicent Hightower, la meilleure amie de sa fille. Il n'y a aucun problème là-dessus. Rhaenyra, on va voir commencer une quête un petit peu pour s'imposer, déjà du fait de son jeune âge, et puis du fait aussi qu'elle est un petit peu dans une position délicate, et qu'en plus, elle a jamais voulu le trône, mais que maintenant qu'elle y est, elle va pas le lâcher. Personne ne lâche le pouvoir une fois qu'il y a goûté. Par contre, il y a un débat que j'ai eu, c'est les gens qui disent que c'est une énième Daenerys. Je ne suis pas d'accord. J'adore Rhaenyra, j'adore Daenerys, mais hormis leur lien de parenté parce qu'elles sont de la même famille, la famille Targaryen, je suis désolée, le seul point commun qu'elles partagent, c'est leur jeune âge quand elles sont mises un petit peu devant le fait accompli, et puis leur perruque, parce qu'en soi, elles n'ont rien en commun. Vraiment, je trouve pas. Et l'actrice qui incarne Rhaenyra, qui d'ailleurs est incroyable, vraiment, est tout à fait du même avis que moi. I don't think so. I think we just both say Dracarys and have a white wig. She wants change, ultimately. I don't even know if she necessarily wants the throne. I think that she wants change and she wants her father's approval. D'ailleurs, en parlant de Rhaenyra et en parlant de Daemon, il y a un affrontement à un moment donné qui se solde par un moment que personnellement je trouve à la fois lourd en émotion et mignon. Je sais pas, c'est un peu ambivalent quant à la scène, mais je le trouvais quand même pas mal du tout. Et d'ailleurs, il y a plein d'AMV qui ont commencé à circuler à partir de là, je vous en mettrai en barre d'infos. Mais je trouve ça vraiment très sympathique parce que pour moi, c'était une scène qui laissait présager une alliance entre Daemon et Rhaenyra, parce que pour moi ils auraient tort de se tirer dans les pattes. Pour moi ils se ressemblent, pour moi même ils sont endgame. Daemon d'ailleurs c'est un personnage que j'ai toujours affectionné dans les livres et je trouve que l'acteur pour l'instant lui rend plutôt justice. Et enfin on a aussi des séquences où on voit bien les dragons, cette fois-ci de beaucoup plus près, et je trouve que ça rajoute du piquant, de l'épique, j'aime beaucoup. Par contre c'est sûr que c'est un peu moins fantastique que Lord of the Rings. Après tu me diras, la Terre du Milieu c'est très fantasy, mais c'est vrai que là il y a un côté où House of Dragon se veut à mi-chemin entre la fantasy et le réel. Épisode 3, c'est vraiment un rush. House of Dragon, c'est très prenant. La preuve, épisode 3, on a une ellipse de 3 ans et c'est cool parce qu'on perd pas notre temps. Cette série entre officiellement dans mon top de séries de l'année 2022, très clairement. Et je crois, parce que je n'ai pas trop envie de m'avancer au bout que de 3 épisodes, que ça rentrera dans mon top de séries de tous les temps. Mais après, quant à savoir si ça va détrôner Game of Thrones ou pas, j'attendrai quand même qu'il y ait un peu plus de saisons. En tout cas, toujours est-il que, étant fan des Targaryens, je vous l'ai dit, j'attendais vraiment avec impatience
cette série. Désolée si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce que Hydrash, c'est rare qu'à l'épisode 3, sachant qu'il n'y a que 10 épisodes pour cette saison, c'est rare qu'à l'épisode 3, on nous mette des claques pareilles. Ça ne s'essouffle pas. Et j'espère que ça ne s'essoufflera pas par la suite, surtout qu'à un moment donné, ils vont carrément changer le casting parce qu'on va les voir beaucoup plus âgés, notamment Rhaenyra. Elle va changer de tête. On parle de la scène d'ouverture, on voit carrément un soldat blessé qui espère que son prince va venir le sauver et qui ensuite se fait littéralement écraser par ce même prince. C'était en fait, à un moment donné, on nous donne le là. On nous dit, je sais pas trop comment me faire comprendre, mais c'était puissant. De toute façon, House of Dragon a toujours des démarrages époustouflants. Ça a été un épisode notamment extrêmement centré sur le roi, qui en fait, en toute honnêteté, est tellement un personnage, en tout cas à mon sens, attendrissant, qu'il en devient littéralement pathétique. Parce qu'en fait, l'acteur qui l'incarne est vraiment extrêmement doué. L'acteur qu'ils ont pris est sensationnel, vraiment. Mais du coup, on voit que le roi essaye d'être the good guy, mais qu'il est vraiment pas fait pour Westeros. Tu lui mets les trucs bons pour lui, il prend le chemin inverse. Littéralement, il fait des choix bêtes, il n'arrive pas à montrer à sa fille qu'il l'aime, même si à un moment donné, malgré l'époque, il lui dit vas-y tu peux te marier avec qui tu veux. Il est manipulable as fuck. Il se remet pas de son deuil, donc il tombe dans l'alcoolisme, il fait pas les bons choix pour sa santé mentale, ni pour son royaume, donc malgré son bon fond, c'est clairement un mec qui est paumé. Et ce genre de mec, qu'est-ce qui leur arrive? Ils se font évincer comme des grosses Et après, c'est encore plus la merde, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans la famille Targaryen. Ce personnage-là est ambivalent, mais fallait que j'en parle parce que c'était le personnage un petit peu principal de ce 3e épisode. Petite déception que j'ai eue, c'est concernant la relation Rhaenyra-Alicente. Bien que l'opposition ait déjà eu lieu, étant donné que ça fait 3 ans l'ellipse, j'aurais voulu l'avoir adaptée à l'écran. Parce qu'il faut pas oublier qu'autrefois, elles étaient meilleures amies. Et que, en toute honnêteté, je pense que Rhaenyra avait littéralement un crush sur Alicente. Et que quand même, on peut plus vraiment parler d'amitié quand ta BFF, elle épouse ton père. Au passage, faut pas oublier qu'elle a quand même beaucoup de candidats, parce qu'il y a ce fameux petit call, on voit bien qu'il y a des petits trucs qui sont en train de se mettre en place. Très clairement, c'est typiquement le genre d'homme que j'aime, vraiment. Sauf que, personnellement, je suis une meuf qui réfléchit non pas avec mon cœur, mais avec mon cerveau. Donc mon cœur m'aurait dit, vas-y, va vers call, mais mon cerveau, très clairement, est quelque part un peu mon cœur, parce qu'en soi, enfin vous allez comprendre, si j'étais Rhaenyra, je terminerais avec Daemon, vraiment, même si c'est incestueux, mais on veut tous un oncle comme Daemon. Bon après il tue des gens, voilà quoi, mais c'est un détail, c'est Daemon Targaryen les gens, vraiment. J'aurais terminé avec Daemon, parce que tu peux dire ce que tu veux, mais je comprends vraiment la façon de penser de Rhaenyra, et je trouve que Daemon lui ressemble, et qu'il y a une sorte de respect entre eux, et de liens forts entre eux, où genre s'ils se mettaient ensemble, ce serait un purée de tandem incroyable, genre. Et on le ressent déjà dès l'épisode 1 en fait, quand elle arrive dans la salle et que son père n'est même pas au courant que son frère est là et qu'elle lui dit salut mon oncle, et enfin, il y a un jeu d'ironie, un petit jeu de séduction, et puis l'opposition dans la saison 2, enfin dans l'épisode 2, qui se termine en mode mignon, et puis cet épisode 3, enfin... Et moi je vous dis, il y a un truc. Par contre, ce que j'ai un peu moins aimé dans cet épisode, c'est un petit peu les pics pédophiles, parce qu'en soi l'inceste, j'ai envie de vous dire, c'est pas ouf, mais on sait que c'est quelque chose d'important dans Game of Thrones, déjà parce qu'on avait les Lannister, mais surtout les Targaryens. On sait très bien que pour leur sang pur de dragon, et bon voilà, c'est un peu obligé que le frère finisse avec la sœur, blablabla. Ça, on le sait, mais sachant que on connaît comment elle est Rhaenyra, je me suis demandé, et j'aimerais bien savoir, comment c'est possible que du coup, après, les générations après, avant d'arriver à Daenerys, ça ait pu perdurer. Parce que quand on voit que Rhaenyra, la meuf, elle veut être reine alors que c'est une règle interdite, je me dis que toutes les règles un peu cheloues et interdites, elle va essayer de les débunker. Je me dis un peu, c'est un peu glauque. Mais bref, on y reviendra à un autre moment, c'est pas la question. Ce que j'ai pas trop aimé dans cette série, ça fait quand même 2 fois qu'on nous met un peu des bails pédophiles. Parce qu'on est d'accord, marier une meuf à 16 ans, c'est pas ouf. Mais on sait qu'au Moyen-Âge, c'était un peu normal. Par contre, quand la gosse, elle a vraiment 10 piges, c'est vraiment bizarre. Parce que je rappelle quand même que dans l'épisode 2, on avait Lord Corlys qui voulait marier sa fille qui a même pas 13 ans au roi. C'est vachement glauque. Mais alors le pire là, c'est que la main du roi, et oui, je vous ai dit il y a 2 secondes que je le trouvais incroyable et que j'avais un crush sur lui, la main du roi est littéralement en train de proposer un bail avec un môme de 2 ans. Le môme, il a même pas 2 ans. I'm not okay with this. Sans vouloir paraphraser le titre de la série, que je pleure parce qu'elle n'est pas renouvelée. Pour finir sur un aspect un peu plus magique,
on va reparler de la prophétie parce qu'elle se met petit à petit en place. On nous en a parlé vite fait à l'épisode 1 parce que justement le roi racontait à sa fille, vu qu'elle va prendre le trône, le rêve qu'il avait fait, nanana. Rhaenyra ensuite dans l'épisode 3, elle en a vu la manifestation de par un animal. Et nous, on sait très bien qu'elle va se réaliser parce que 90% de l'intrigue de Game of Thrones, je le rappelle, c'est de ne pas se faire bouffer par les marcheurs blancs. Cette prophétie-là, on sait qu'elle est importante. Mais là où c'est vachement intéressant dans le préquel, c'est qu'on sait que Daemon, notamment, aura un rôle important à jouer car il semble avoir été choisi par la prophétie. Parce que bien qu'il soit badass, il n'en reste pas moins un être humain. Il n'est pas si fort que ça. On l'a vu dans l'épisode 1, puisqu'il a perdu son combat contre Cole en plus, si je me rappelle bien. Mais après, bon, c'est un détail, je m'en tape un peu. Mais bref, donc c'est bien, il est un peu vulnérable, et pourtant, malgré tout, il s'en sort indemne. Non, parce que franchement, le combat à la fin contre le général, là, à un moment donné, on se disait, Daemon, tu vas pas t'en sortir. Genre, même lui, il était dégoûté, même lui, il était prêt à se suicider, tu vois. Et il s'en sort quand même, le mec. Donc je me dis, il a été choisi par cette prophétie. Et Rhaenyra, évidemment, pour moi, elle a été également choisie. Et il y a un petit jeu entre les deux. Donc pour moi, cette prophétie, c'est un point à creuser. Donc j'espère qu'ils vont creuser dans les prochains épisodes. Et personnellement, je trouve que ça renforce le charme, notamment de Daemon. En tout cas, personnellement, à chaque fois que je vois cette série-là, j'ai pas envie qu'elle s'arrête. Je suis très très fan de cette série-là. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à partager, à commenter, me donner ton avis, me dire si tu préfères Lord of the Rings pour l'instant ou House of a Dragon. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao.